Voilà, on va pouvoir enchaîner avec une nouvelle table ronde, un nouveau débat, une rencontre, je crois, inédite, improbable même, me souffle Eva Joly à ma droite, entre Eva Joly, donc, ancienne juge d'instruction, notamment de l'affaire Elf, l'affaire probablement, vous allez nous le raconter, la plus tentaculaire, la plus spectaculaire, la plus importante que vous ayez eu à traiter, avant d'entrer plus tard en politique, comme beaucoup, notamment parmi les plus jeunes ici le savent. Et à ma gauche, Robert Bourgi, qui a eu pendant des années un rôle très particulier dans la relation entre la France et l'Afrique, entre les chefs d'État français et les chefs d'État africains, et qui a fini par raconter, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, plus ou moins dans le détail, comme il nous le dira, le rôle qu'il a pu avoir et qui nous expliquera pourquoi il a pu, au cours de ces années, accepter ce rôle entre la France, certains pays africains et l'entreprise Elf, Total, qui a été au centre de beaucoup de choses et beaucoup des relations entre les chefs d'État français et africains. Je ne crois pas que vous... Est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce que vous êtes déjà rencontrés, parlé? Est-ce que vous avez déjà débattu? Jamais, jamais. Non, nous ne nous connaissons pas. Nous sommes observés sans doute de loin. Oui. Vous n'avez jamais convoqué Robert Bourgi jamais dans votre cabinet? Non, absolument jamais, non. Bon, merci à tous les deux d'accepter cette rencontre, en effet, qui est improbable, comme vous le disiez, puisqu'on peut imaginer que vous êtes à deux bouts complètement opposés de l'échiquier et que vous allez avoir deux regards très différents qu'on a voulu aujourd'hui opposer, rencontrer, débattre, discuter entre vous. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Eva Joly, pour que vous nous racontiez comment une juge d'instruction, celle que vous étiez dans les années 90, est rentrée dans ce dossier énorme, gigantesque, et qui vous a pris, je crois, 8 ans au moins de votre vie. Comment est-ce que comment vous êtes rentré dedans et comment est-ce que vous avez découvert cette affaire Elf? Ça commence à faire très longtemps, n'est-ce pas? L'affaire Elf, elle démarre en 1994 et elle se termine en 2002. Donc ça fait plus de 20 ans. Donc je veux bien vous raconter un peu l'affaire Elf, mais comme nous parlons aujourd'hui de Total, j'ai envie de parler plutôt des actions incroyablement arrogantes de Total. Mais pour répondre à votre question, l'affaire Elf démarre avec un petit dossier tout simple de la COB qui pense ou qui craint que les comptes de l'entreprise Biderman ne sont pas sincères et que notamment ils sont surévalués leur participation américaine. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais travaillé au Trésor juste avant, au ministère des Finances, et je savais que l'entreprise Biderman était en grave difficulté. Et j'ai vu que Biderman avait obtenu un prêt d'une banque canadienne assez importante. Et j'ai su tout de suite que cela n'était pas possible, parce que je connaissais bien les banques pour avoir bien négocié avec eux. Et ma curiosité a été éveillée par ça. Je me suis dit, s'ils ont eu, je crois que c'était 100 millions, c'est qu'il y a une garantie derrière. Et puis, j'ai eu quelques témoignages et je commençais à chercher. Et en fait, ce n'est pas si compliqué, on met un pied devant l'autre. J'ai donc mis 7 ans à établir, à peu près à l'époque, c'était 3 milliards de francs, donc 450 millions d'euros de détournement. Ça correspondait à 6 mois de chiffre d'affaires à l'époque, ou à 6 mois de résultats, pardon. Et ce qui était très spécial, c'était des détournements opérés en grande partie au profit personnel des dirigeants et leurs amis. Et j'ai donc découvert une caisse noire qui était alimentée par absolument tous les contrats que passait Elf.
S'ils passaient un contrat d'assurance sur leur flotte, il y avait ce que moi j'appelle les pompes qui alimentaient la baignoire, dans lesquelles tout le monde mettait des petites pailles. Et donc, tous les contrats, quels qu'ils soient, un bail, un contrat d'assurance, un contrat d'achat, ils se mettent d'accord, par exemple, pour acheter une petite compagnie pétrolière comme les Pétroles de l'Ouest, ils se mettent d'accord sur le prix. Et les soirs, il y a un visiteur qui vient expliquer que nous allons augmenter le prix de 15 millions et toi, tu gardes 5 et nous en prenons 10. Et tout était comme ça. C'était vraiment une corruption généralisée et au bénéfice vraiment des dirigeants et leur entourage. La personne qui assurait l'entretien des immeubles avait été gratifiée avec une villa. Je veux dire, ça, c'est aussi quelque chose de typique de la corruption, c'est qu'elle est contagieuse. Pour qu'on garde le secret, il faut en être. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé par établir, tous les flux financiers donc, qui alimentaient les comptes des dirigeants, le compte de leurs femmes, de leurs enfants. Dirigeants africains. Non, là, c'était en France, au début, c'était uniquement les dirigeants français. Donc, le Floch Prigent, Sirvin, le directeur des hydrocarbures, Tarallo, etc., etc. Donc, ça, je vous dis, c'était beaucoup d'argent. Et la défense était, mais chez Elf, ça a toujours été comme ça. Ce qui n'était pas vrai, je veux dire, il y avait toujours eu des fonds secrets, mais les prédécesseurs de le Floch Prigent vivaient modestement. Et donc, ça prend une expansion très importante sous le Floch. Ensuite, je me suis intéressée au contrat et le fonctionnement avec les pays africains, avec notamment le Gabon. Et c'est là où nous avons trouvé ce qu'on appelait les abonnements, c'est-à-dire chaque baril acheté du pétrole gabonais donnait lieu à des versements sur des comptes au Liechtenstein ou d'autres paradis fiscaux occultes. Et dans cet argent-là, il y en avait qui étaient destinés aux dirigeants africains et à leurs familles. Je trouve que dans l'affaire Elf, il y avait beaucoup de matière à explorer pour les sociologues ou pour les philosophes, et ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré vraiment les conséquences de ce que ça voulait dire, cet enrichissement personnel des dirigeants français et africains au détriment, en réalité, des pays producteurs. Et ça, on n'a pas voulu vraiment le voir, je pense. En tout cas, en France, l'enrichissement était assez formidable des dirigeants eux-mêmes. J'ai mis beaucoup de temps à boucler, à prouver que les fonds qui avaient payé l'appartement magnifique ou le château ou la roseraie venaient bien d'Elf, ou l'argent qui avait payé l'appartement du ministre des Affaires étrangères à l'époque, M. Roland Dumas, venait aussi d'Elf, où la tapisserie qu'elle avait sur le mur était aussi payée par ces fonds secrets. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tout ça, c'est de la vieille histoire et elle est assez connue. Et j'aimerais, mais peut-être un peu plus tard, partager avec vous ce que je pense, notamment de l'investissement ICOP et les conséquences pour nous tous et le fait que nous devons arriver à l'arrêter. Ce que je peux aussi dire, c'est que c'est par hasard que l'enquête a eu lieu sur Elf, parce que la COB a pensé qu'une des participations d'Elf dans l'affaire Biedermann n'était pas sincère.
mais nous aurions pu faire le même travail sur Total, comme j'ai eu l'occasion de le constater au cours de mes interrogatoires, et comme nous l'avons vu, que ça concernait aussi les pétroliers espagnols. Ce n'était pas propre à Elf. Et d'ailleurs, c'est ce que les dirigeants d'Elf disaient, la corruption chez nous, elle est de 2,5% environ, alors que dans l'industrie de l'armement, c'est tout à fait d'autres tarifs. Dans la corruption dans l'armement, me disaient les dirigeants d'Elf, ça va jusqu'à 40% du marché. Donc, mon combat, disait Le Floch, est d'empêcher que le taux grimpe chez Elf, qu'il reste à ce niveau qui pour lui était relativement modeste. Donc, l'enquête a duré effectivement 7 ans et demi. Nous avons pu boucler et prouver que le fonds venait d'Elf grâce à l'aide apportée par les enquêteurs suisses et qui a exécuté nos commissions rogatoires. Et en fait, le fait que nous avons pu boucler le dossier Elf, à la fin de la journée, vient du fait que les comptes étaient ouverts beaucoup en Suisse et que les protagonistes pensaient que c'était très sûr. Ils ignoraient que depuis le début des années 90, les avocats suisses qui avaient organisé ou les avaient aidés avaient été obligés de déclarer le véritable propriétaire des comptes. Donc ça a été assez facile une fois que j'ai trouvé les comptes de déterminer ou de dire qui en était le propriétaire. Aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué parce que la Suisse, elle coopère. Aujourd'hui, la corruption, elle passe beaucoup par Dubaï ou par les Émirats unis. Et là, il n'y a pas de coopération. Vous ne trouvez pas les bénéficiaires. Donc, je pense que aujourd'hui, ça serait plus compliqué de faire cette enquête parce que les techniques pour se cacher sont devenues plus sophistiquées. L'affaire a été jugée, donc pas simplement l'enquête a été bouclée, l'affaire a été jugée par, à l'époque on disait le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire, on dit maintenant de Paris, et j'avais renvoyé 36 personnes, 30 d'entre eux ont été condamnés et plusieurs à la plus forte sanction prévue par la loi. Il y a eu appel, les peines ont été aggravées pour plusieurs des protagonistes en cour d'appel et la Cour de cassation a confirmé. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ça parce que le système judiciaire a été capable de porter ce dossier et de le porter jusqu'au bout. Et ça prouve plusieurs choses. Ça prouve d'abord la capacité des magistrats. Lire le dossier Elf d'un bout à l'autre, simplement le lire, prenait 3 mois. Il y avait plus de 150 volumes, il y avait des mètres et des mètres linéaires de scellés. Donc, le système était capable de le porter, de tenir l'audience, et ça prouve aussi que les interventions qu'il y a peut-être eues n'ont pas abouti. Ça prouve donc que les magistrats ne sont pas en France corrompus, parce qu'il y avait en face des intérêts très forts et des grandes puissances. Donc je trouve que c'est important de s'arrêter à ça et s'en réjouir. Parce que les dossiers, il y en a eu beaucoup en Europe. À cette époque-là, on avait tous les juges espagnols ou les juges allemands. On avait tous l'aide de la Suisse pour
effectuer ou pour obtenir les renseignements. Mais dans beaucoup de pays, ça n'a jamais entraîné de condamnation parce que les choses se perdent dans le sable, dans la désorganisation et dans la corruption, malheureusement. Robert Bourgi, Eva Joly vient de nous raconter comment elle a, succinctement, comment elle a mis au jour cette affaire de corruption qui a été jusqu'au bout. Est-ce que, d'abord, je vous ai présenté en quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, quel était votre rôle pendant toutes ces années? Tout d'abord, je voudrais remercier Mediapart de m'avoir convié et vous dire certaines vérités. Eva Joly et moi, contrairement à ce que vous avez dit à Jenberg, nous sommes apparemment de côtés opposés, mais au fond de moi-même, je me sens très proche d'elle. D'abord, tout le monde dans cette salle connaît mes déclarations. Je ne me suis jamais caché pour dire ce que j'avais à dire, même quand il s'agissait de candidats à la présidentielle, quand il s'agissait de président de la République en exercice, je suis un homme libre. Lorsque Fabrice Arfi m'a appelé pour me dire « Robert, nous faisons une table ronde », il a oublié de me dire que c'était un hangar ouvert, une table ronde sur la France-Afrique, la corruption totale, Elf et tout. Je l'ai écouté et quand il m'a dit « Eva Joly », j'ai dit « j'accepte ». Madame, vous avez parlé de 30 à 35 personnes que vous avez condamnées. Non. Parmi, Envoyé. même plus, envoyées, j'allais leur rendre visite à la santé. Et j'étais avocat à l'époque. Un avocat qui n'avait jamais porté la robe, sauf le jour de la prestation. Beaucoup étaient de mes amis. Et lorsque j'ai reçu l'invitation à 2 de mes amis, dont je tairai le nom, mais qu'Edoui Plenel a deviné tout de suite, j'ai dit, tiens, je suis invité par Mediapart. Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Je lui ai dit, j'ai bientôt 78 ans et il est temps que je dise certaines choses à l'auditoire. Dans le temps, Madame Joly, je ne sais pas si en Norvège ça existait, les personnes de ma génération sont peu, peut-être monsieur, j'ai 32 ans, vous êtes d'accord? Vous êtes de mon âge, 32 ans. Voilà, il y avait un journal qui s'appelait Spirou. Et il y avait dedans 2 pages qui intéressaient le petit Bourgi, les belles histoires de l'oncle Paul. Vous en souvenez? Eh bien, moi, depuis quelques années, comme l'a dit Jenberg, je suis l'oncle Paul. Je dis des choses qui révoltent ou qui amusent ou qui inquiètent. Alors, on m'a déconseillé de venir. Madame, le dernier des Mohicans, comme m'appellent certains journalistes, le gardien de la France-Afrique, tient à vous dire bravo. Bravo, madame. Vous avez su mener cette affaire jusqu'à son terme. C'est une belle leçon que vous avez donnée. Et Madame Joly l'a dit au début de son propos, elle n'a jamais entendu parler de moi. Elle ne m'a jamais vu, elle ne m'a jamais. La même chose pour son collègue Roger Leloir, qui a dit à un journaliste, je ne l'ai jamais vu. J'ai instruit tant et tant d'affaires de la France-Afrique, on n'a jamais entendu parler de Robert Bourgi. C'est moi qui fais parler de moi dans la presse au moment de mes déclarations. Votre travail,
vraiment, je lui rends hommage. Je lui rends hommage. Parce que tout au long des 40 années que j'ai passées de ma vie, que j'ai passées dans ce qu'on appelle les relations franco-africaines, j'étais plus du côté obscur que du côté éclairé. J'ai vu certaines choses, j'ai été acteur et témoin de certaines choses. Il y avait des choses agréables, franchement, et il y avait des choses qu'il faut savoir condamner et oublier bien vite. Et c'est la raison pour laquelle, le 11 septembre 2011, comme m'avait titré Le Monde, j'ai fait trembler la République avec mes déclarations sur les mallettes. Ça me taraudait. Ça me taraudait. J'ai été à chacun des entretiens, je dis bien à chacun des entretiens entre le chef de l'État français et les chefs d'État africains, j'étais présent quand la télévision se retirait, quand les conseillers se retiraient, quand les ministres se retiraient, le Bourgi attendait dans un bureau voisin et le secrétaire général de l'Élysée, Villepin et Guéant venaient me chercher pour assister à l'entretien. Et rien ne m'échappait, rien ne m'a échappé. Et quand approchait le grand âge, quand la retraite a sonné, j'ai dit, tiens, je ne peux pas garder ça pour moi. D'où mes déclarations de septembre 2011 sur les mallettes. La planète médiatique m'est tombée dessus. J'ai été suspendu de l'ordre des avocats et d'autres sanctions, contrôle fiscal personnel, contrôle fiscal professionnel. Ensuite, l'affaire Fillon, le président de la République a jugé qu'il était bon qu'on me suspende de la Légion d'honneur pendant 5 ans, ayant oublié que ce monsieur a reçu la Légion d'honneur pour être intervenu en Iran auprès du président Ahmadinejad pour libérer notre jeune compatriote Clotilde Reiss. Mais il a préféré me suspendre de la Légion d'honneur. 5 ans, alors que Nicolas Sarkozy me l'avait donné pour avoir contribué à la libération de cet otage. Et là, il y a des choses qui existaient depuis les débuts de la Ve République. Avec Guillaume, ensuite avec le garde des Sceaux, patron d'Elf, le mythique patron d'Elf. Comme j'étais auprès de Jacques Foccart, j'assistais un peu à tout cela. Mais lorsque je posais les questions à mon maître Foccart, je lui dis, mais monsieur, ça, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Sachez fermer les yeux quelquefois et oublier certaines choses. Ce qui fait que je n'ai jamais rencontré un patron d'Elf. Jamais. Je ne les ai jamais vus. J'ai vu le Floch Prigent une fois à Londres. J'étais avec ma femme et mon petit-fils. Et le Floch, ayant appris que j'étais là chez un de ses amis, m'avait convié à un dîner. Et c'est là que j'ai découvert qu'en dehors de ses talents auprès d'Elf, il était un excellent cuisinier. Il avait fait un dîner extraordinaire. Et aussitôt le dîner terminé, madame, j'ai dit à ma femme, nous quittons Londres et nous partons. J'ai quitté. Je ne voulais pas... Et la deuxième fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand il était
en prison à Lomé. Vous vous en souvenez, madame? Sa femme était venue me voir à mon cabinet avenue Pierre Ier de Serbie. Elle m'avait dit, maître, est-ce que vous pourriez intervenir pour mon mari qui est emprisonné à Lomé? J'ai dit, madame, c'est mon devoir d'intervenir pour faire libérer un compatriote emprisonné dans un pays étranger. Et j'avais appelé Claude Guéant à l'époque, secrétaire général de l'Élysée. Je lui ai dit, Claude, est-ce que tu pourrais recevoir madame Le Floch-Prigent? Il dit, qu'à cela ne tienne, tu me l'envoies. Il l'a reçu, il est intervenu, et Le Floch-Prigent avait été libéré. S'il y a des questions que se posent des personnes dans cette salle, avec votre permission, ou que vous me poseriez, je suis prêt à répondre. J'ai vécu tant et tant de choses que je n'arrive pas à sélectionner. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, vous vous considérez comme un repenti? Oh, absolument pas. Oh non. Vous regrettez ce que vous avez fait? Oh, pas du tout. Vous referiez la même chose? Vous pensez qu'on ne pouvait pas faire autrement? Parce que c'est quand même un système que vous décrivez vous-même, vous le décrivez comme hautement problématique à bien des égards. Oui. Alors pourquoi y avoir participé? Pourquoi encore le cautionner aujourd'hui? Qui vous dit que je le cautionne? Vous dites que vous ne le regrettez pas. Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas une façon de dire que bon, bah... Non. Quand je dis que je ne regrette pas, je ne regrette pas d'avoir parlé. Mais vous regrettez d'avoir participé à ce système? Pas du tout. Pas du tout. Allez, Messi. Si je ne vous intéresse pas, madame... Ah, c'est gentil, madame. Merci. Moi, je trouve qu'il y a un intérêt à comprendre. Nous avons un acteur majeur de la France-Afrique qui est avec nous, qui accepte de nous raconter. C'est quand même intéressant. Je ne sais pas ce qu'en pense Madame Joly. Absolument. De comprendre Absolument. ce qui a pu se passer, Ouais. comment des gens peuvent tomber là-dedans, être dans ce système pendant tant d'années, même si ils le décrivent des années plus tard. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Vous pensez qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'être dans un tel système de corruption? Moi, j'ai une question à lui poser. Vas-y, Madame Joly. Vous avez une question. S'il vous plaît, madame. Moi, je me demande, est-ce que lorsque vous apportiez des valises, donc il y avait dedans, j'imagine, des francs à l'époque, et est-ce que ces fonds avaient une destination particulière ou il était à la libre disposition de la personne à qui vous le remettez, au président de la République, par exemple? C'était à sa libre disposition? Madame... Et une question curieuse. Savez-vous combien de francs on pouvait mettre dans une petite valise? Madame Joly, je vais vous répondre. Lorsque j'ai fait cette déclaration en septembre 2011, j'ai demandé à être interrogé par vos collègues. J'ai été entendu par Roger Leloir et j'ai été entendu à ma demande par la brigade financière. Je n'ai jamais transporté de valise. Les chefs d'État m'appelaient. Bonjour Robert, est-ce que tu pourrais venir? Le Congo, le Gabon et d'autres pays. Je me déplaçais, j'allais voir le chef de l'État, dit voilà, telle personne a demandé à ce qu'elle avait besoin d'argent pour la campagne électorale, présidentielle ou législative. Est-ce que tu pourrais me prendre rendez-vous pour mon collaborateur ou ma collaboratrice qui remettra elle-même les valises, les mallettes. C'était plus des cantines que des mallettes. Mais savoir ce qu'il y avait dedans, non. Mais
Mais cela va vous amuser, bien que madame ne s'intéresse pas à ce que je dis. Oui, mais madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais moi, me présenter comme une victime de quoi? Mais non, madame. Mais non. Merci. Vous êtes adorable. Merci. Merci beaucoup, madame. Une fois, j'ai accompagné un émissaire d'un chef d'État. Nous étions dans le haut lieu de la République. Et l'émissaire, dans la voiture diplomatique qui me menait dans ce haut lieu de la République, me dit « c'est de la part du président ». Et il y avait une petite enveloppe, vous savez, format carte de visite, pour Robert, et scellé derrière. Je dis « qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « moi je ne sais pas, c'est le patron qui m'a chargé de te le... » J'ouvrais délicatement, discrètement, il y avait une petite clé et un code. Une petite clé et un code. C'est pour toi. Nous arrivons dans le haut lieu, l'émissaire porte le contenant, nous rentrons dans le bureau, remet la mallette, moi j'étais là, je regardais, et la personne qui recevait le colis a demandé, chercher à ouvrir, vous voyez. Et la personne dit à l'émissaire de rang de ministre, comment fait-on pour ouvrir? Et l'émissaire dit, Monsieur le Président, moi j'ai pas le code, j'ai pas la clé. Il dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez ni le code et la clé? Je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est moi qui ai le code et c'est moi qui ai la clé. Vous voyez un peu à quoi j'ai été mêlé. La gêne considérable. Et en 2011, j'ai voulu que tout le monde sache ce qui se passait. Mais repenti, je ne le suis pas. J'ai voulu que les choses se terminent. Voilà. Bon, je pense que nous devons remercier Bourgie pour son honnêteté et d'avoir partagé ses souvenirs avec nous. Je pense que c'est la fin, peut-être, d'un certain fonctionnement. Est-ce que vous pensez que c'est la fin ou est-ce que vous pensez que vous avez été remplacé? Madame, nous avons quitté le pouvoir en 2012. Le président Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy, puis Emmanuel Macron. Je me tiens loin de tout cela, mais je tiens à dire une chose. À mon niveau, par moi, rien n'a jamais transité par l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Rien n'a jamais transité par moi. Par moi. Est-ce que vous pensez, pour reprendre la question d'Eva Joly, que tout au moins l'affaire Elf, telle qu'elle a été instruite, et les condamnations qu'elle a engendrées, ont généré des changements? Est-ce qu'il a été nécessaire de s'adapter après? Et est-ce qu'on peut dire que cette enquête a eu le mérite de faire baisser le niveau de corruption entre la France et certains chefs d'État africains? J'en suis même convaincu, madame. Et c'est pour cela que j'ai voulu rendre hommage à madame Joly, pour son travail moralisateur et expéditif aussi. Et un de vos clients, entre guillemets clients,
la veille de sa convocation chez vous, était venu me voir à mon cabinet, il m'a dit « Demain, je vais voir la Jolie ». Je l'écoutais. Je lui dis « Mais comment te sens-tu » Il me dit « J'y vais avec un oreiller parce que je ne sais pas si de son bureau, je ne vais pas aller directement à la santé. » Vous leur faisiez peur, madame. Mais je crois que les choses ont bien changé aujourd'hui. Les journalistes sont plus pointilleux, les systèmes de contrôle sont autrement plus valorisés, ils sont meilleurs. Aujourd'hui, c'est difficile. Vous partagez ce sentiment, Eva Joly ? Je pense que les formes ont évolué et se sont compliquées. Mais il est évidemment toujours possible de corrompre et de cacher les traces de cette corruption. Et je trouve que les enquêtes de Mediapart, notamment, nous démontrent bien l'étendue de la corruption aujourd'hui dans notre pays. Et je crois qu'on peut dire que ça n'a pas vraiment changé. Ou peut-être même que ça s'est aggravé. J'aimerais peut-être maintenant, avec votre permission, parler de Total et de ses projets et ce que ça veut dire pour nous tous. Bien sûr, on peut en parler. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien à faire entre la question écologique que vous voulez aborder et la question judiciaire et financière telle que vous l'avez connue ? C'est-à-dire que, est-ce que ces problématiques-là existaient, et on va venir à celles actuelles, à l'époque ? Est-ce que, par exemple, c'est des choses qui traversaient les émissaires de la France-Afrique ou les chefs d'État français, des dommages causés par une entreprise comme Elf ou Total à l'égard du climat et à l'égard des peuples contre lesquels ils agissaient ? Parce qu'on oublie souvent que les victimes, quand même, dans ces affaires de corruption, sont d'abord les peuples. On peut parler bien sûr de l'argent que se sont fait certains dirigeants, mais on peut dire que c'est au détriment des populations qui habitaient ces pays africains que vous avez cités. Est-ce que ça, c'était quelque chose auquel vous réfléchissiez parfois ? J'y ai réfléchi trop tard, monsieur. Oui. Trop tard, d'où mes déclarations de septembre 2011, qui ne sont pas nées dans ma tête la veille. Ça faisait un bout de temps que j'y pensais. Et j'ai voulu, comme j'étais le dernier représentant de la France-Afrique, j'ai voulu que les choses sortent de ma bouche. Sortent de ma bouche. Madame Joly, fort justement d'ailleurs, cite souvent le Gabon. Et c'est la raison pour laquelle, ayant travaillé 30 ans auprès du président Omar Bongo, je me suis séparé de son fils Ali, et que j'ai épousé ce que vous savez peut-être, madame, la cause des opposants gabonais. Parce que j'ai dit, sur le plateau de BFM, j'ai dit sur le plateau de LCI, le plateau de France 24, que les choses que je dénonçais se faisaient au détriment des populations africaines. Parce que quand vous allez au Congo-Brazzaville, que je connais bien, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas d'école. Et ce que, lors de 3 voyages, je pouvais être amené à accompagner, vous pouviez construire une dizaine de dispensaires, une dizaine d'écoles, faire des routes. C'est terrible. Ça, c'est une discussion que vous n'avez jamais eue avec des chefs d'État français, avec des dirigeants politiques français. Si, cette conscience-là, ils ne l'avaient pas non plus à leur niveau. Personne ne leur disait. Monsieur Adjenberg, j'ai été très proche, et je suis très proche de Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit tout cela. J'avais l'oreille du président, je l'ai toujours d'ailleurs. Et il m'avait dit, tu as sans doute raison. Et il a eu cette phrase, je m'en souviens tout à fait au début de son quinquennat, il m'a dit, je ne veux plus d'argent des pays africains. Je ne veux plus. À moins
madame, à moi. Je dis ce que moi j'ai entendu, ce que moi je sais. Mais savoir ce qui se passait ailleurs, je n'ai pas le don céleste de l'ubiquité, moi. Je ne sais pas ce qui se passe par ailleurs. Mais au niveau des États africains, de notre ancien empire, il n'y a plus rien qui a transité par moi en direction des hommes politiques français. Parce que ce qu'on peut dire, Eva Joly aussi, c'est que votre enquête, elle a aujourd'hui un prolongement. C'est-à-dire qu'on le voit avec une autre instruction qui concerne les biens mal acquis, que dans Mediapart, Fabrice Safi chronique depuis des années, Ouais. que le lien a été établi par une de vos successrices, une juge d'instruction, qui a établi que la fortune de certains dirigeants africains qu'ils ont acquis grâce à ELF notamment, s'est transformée en un patrimoine de toutes sortes en France, avec la complicité de la France, sous nos yeux, qui est aujourd'hui en instruction, mais qu'un lien est établi par l'enquête judiciaire aujourd'hui. C'est certain que la France a joué un grand rôle, pas simplement dans la constitution de patrimoine de la famille des dirigeants africains, mais aussi parfois dans leur nomination. C'est-à-dire qu'on a envoyé le sous-lieutenant en avion militaire avec son discours dans la poche. Et ça, c'est la négation de toute forme d'espoir même démocratique. C'était pour nous une façon de continuer le colonialisme. Et on ne m'enlèvera pas de l'idée que toute cette façon de se comporter et tirer bénéfice de nos anciennes colonies était justement ça, c'était une nouvelle forme de colonialisation. Et nous avons une grande responsabilité dans le retard de développement, dans le fait que pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir accès aux ressources ou accès à l'espace pour faire exploser nos essais nucléaires, par exemple. Donc, c'était de continuer par d'autres moyens notre domination. Donc, c'est une histoire assez triste, mais il me semble que il faut que nous nous concentrons sur les minutes qui nous restent peut-être sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que les projets d'exploration d'énergie fossile par Total soient arrêtés. Et j'ai envie de partager avec vous une réflexion que je me suis faite. À cause des compagnies pétrolières, à cause de leur production d'ignorance, à cause de leur fausse science, à cause de leur communication, nous avons perdu 50 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est évidemment incroyablement important d'y réfléchir et de comprendre comment cela s'est passé. C'était la décision de l'industrie du tabac et de l'industrie pétrolière de lutter contre la science, contre les universités, parce qu'ils avaient compris que la science était contraire à leurs intérêts. En réalité, le président Johnson, par exemple, était assez sensible aux questions environnementales et il aurait pris des décisions positives. Mais les premiers rapports du GIEC ont été complètement descendus par ce que j'appelle la fausse science. Et ça a été une tactique qu'ils ont utilisée depuis les années 70. Chaque fois qu'un scientifique prenait la parole pour dire qu'il y avait un lien entre le fait de brûler les fossiles et le réchauffement climatique, il y avait d'autres personnes avec des titres universitaires, mais payées grassement par les fondations nourries par les pétroliers pour
décrédibiliser ces rapports et pour créer le doute. Tout cela est très bien expliqué dans le livre qui s'appelle The Merchants of Doubt, qui démontre scientifiquement, c'est Noémie Oreskes et un autre qui ont écrit ce livre, qui a documenté vraiment comment ils ont sabordé la science et comment ils nous ont fait perdre du temps. En 2015, lorsque nous signons les accords de Paris, on sait que le budget carbone est limité. Ça aussi, c'est science. On sait exactement le nombre de particules par baril brûlé et nous savons qu'en 2040, on a consommé notre budget. Nous savons qu'avec les ressources déjà présentes chez Total, chez Equinor et les autres, on ne peut brûler qu'entre 25 et 30% de leurs réserves connues. Lorsque nous aurons brûlé 25 ou 30%, on aurait épuisé le budget carbone pour ne pas dépasser les 1,5-2 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc lorsque Total met en œuvre ce projet délirant de faire un pipe qui va d'Ouganda en Tanzanie et qui passe le long du lac Albert, qui est une ressource pour 30 millions de personnes d'eau. Un investissement, juste là, il relève 10 milliards, financé par des banques, notamment la BNP, mais aussi 2 autres banques. Il est à noter que ces banques font partie du club des banques zéro carbone, qui est chapeauté par l'ONU, et on voit bien la valeur qu'ils attachent à cet engagement solennel qu'ils ont pris de ne plus financer les infrastructures carbonées. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que pour moi, ça c'est un nouveau crime financier. C'est un crime financier parce que, rappelez-vous, la crise financière de 2008. Vous vous souvenez, c'était le subprimes, tous les prêts américains à de taux élevés pour des gens très pauvres. Quand ils n'ont pas pu rembourser, on parlait de 160 milliards. C'est devenu 600 milliards. La crise financière en 2008 a coûté à l'époque à l'Europe 2 trillions, aux États-Unis 1 trillion, nous a coûté à nous 20 points d'endettement, donc des conséquences économiques gravissimes, autrement plus importantes que la corruption, on peut dire. On peut bien comprendre que tous les investissements de Total aujourd'hui ne peuvent pas être rentabilisés parce qu'on ne peut pas leur laisser la possibilité de l'extraire et de le brûler si nous voulons continuer à vivre sur cette terre. Ça va être le retour du politique. C'est une question de semaines, de mois. On n'a pas des années, malheureusement. Mais on peut penser que cette réglementation va venir. Est-ce que vous connaissez le montant des investissements que les pétroliers ne pourraient pas amortir? C'est de l'ordre de 20 trillions au sens américain de dollars. C'est-à-dire, c'est 25 fois plus que la crise financière de 2008. Ça, nous pouvons l'amortir
mais il faut le faire tout de suite. Le système financier peut sûrement l'absorber, mais si on laisse l'économie aller, parce que là, ils payent des intérêts très forts, parce que les financiers savent que c'est risqué d'investir dans le pétrole. Donc, pour investir dans le pétrole, ils demandent des intérêts très élevés. Mais c'est un facteur qui peut vraiment déstabiliser le système financier mondial. Et c'est en quoi c'est aussi très grave. Pas simplement, ça détruit notre environnement, mais ça crée en plus cette déstabilisation. Et je voudrais souligner combien cette décision est arrogante et absurde. Comment est-ce qu'une multinationale avec autant d'ingénieurs doués qui ont fait des grandes écoles, qui savent, qui comprennent le monde, comment est-ce qu'ils peuvent s'affranchir du mouvement populaire, de la résistance en Ouganda et aussi de la résolution de l'Union européenne. L'Union européenne a voté en septembre 22 l'interdiction des ECOP. Le Parlement européen représente les citoyens européens, représente 420 millions de personnes. Comment est-ce que Patrick Pouyanné peut s'asseoir sur cette décision et continuer comme si rien n'était? Ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est une décision qui est contraire à l'intérêt, je dirais, de l'humanité. C'est contraire à leur propre intérêt financier. C'est contraire à l'intérêt de leurs actionnaires. C'est du très courte vue et c'est vraiment criminel. Merci beaucoup Eva Joly pour cette intervention. On est extrêmement en retard pour le principe. On va prendre juste une ou deux questions dans la salle, mais ensuite on va très vite passer à la dernière table ronde parce qu'on est déjà extrêmement en retard. Oui, est-ce que Monsieur Robert Bourgui est venu vendre un livre ou quoi? Parce que j'ai trouvé ses propos totalement hors sujet avec le titre qui était « Les crimes financiers de Total Energy ». Et je me suis vraiment demandé ce qu'il venait faire ici. Par contre, les propos de Madame Eva Joly étaient intéressants. Non, je vais vous dire une chose. Vous êtes... Excusez-moi. Vous êtes à un événement... Excusez-moi. Vous êtes... Il faut que je dégage? Moi? Ben, madame, vous êtes trompée d'adresse peut-être. En tout cas, vous êtes à un événement organisé par Mediapart. Et Mediapart est un journal. Et un journal, ça se fait avec des interlocuteurs, avec des sources, avec des personnes qui ne sont pas forcément vos amis, ni nos amis, et qui acceptent qu'on puisse auprès d'elles vérifier une information, trouver une information, comprendre un contexte. Et donc, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez de ce qu'a dit M. Bourgi, mais M. Bourgi, comme d'ailleurs les gens de Total que nous avons invités et qui ont décliné, et qui, M. Bourgi, comme vous l'avez vu, a apporté des informations qui ont parfois été décisives dans notre vie publique. Je vous rappelle que c'est M. Bourgi qui a renversé la candidature de François Fillon par une histoire de costume, de manteau. Googlisez et vous trouverez ça. Bref, il est le bienvenu ici. On prend encore une autre question. Merci, Monsieur Plenel. Merci beaucoup pour ces interventions passionnantes. Vous évoquez des problématiques juridiques et je suis étudiant en droit. Et donc, je souhaitais vous poser une question juridique également. Ne sommes-nous pas, dans une hypocrisie du droit au sujet de l'environnement? L'enjeu est bien évidemment écologique, mais notre droit est largement infusé, me semble-t-il, par un droit libéral. Et nous connaissons tous ici dans cette salle, me semble-t-il,
Le problème, c'est un problème capitaliste, un problème de liberté individuelle qui, à bien des égards, est supérieur à l'enjeu climatique et à l'enjeu environnemental. Je prendrai 2 exemples. Le comportement du Conseil d'État, qui, à bien des égards, est arrogant, notamment dans son interprétation de la Charte de l'environnement de 2004, qui vient restreindre l'intérêt à agir, article 6, et vient exclure très largement le rôle des associations en évoquant un intérêt personnel. Mais également la position de l'Union européenne, vous en parliez, qui est également assez contradictoire avec les principes fondamentaux. Elle n'évoque pas, hormis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a une portée assez intéressante avec le traité de Lisbonne, mais qui n'a pas de réel impact. Et donc voilà, je conclurai simplement par alerter. Vous parlez de droit international, c'est très intéressant, car on appelle tous à une cour pénale internationale en matière d'environnement qui sera supprimée sans effet de la France et sans effet de nos responsables politiques qui sont largement désintéressés de ces questions juridiques, me semble-t-il. Je vous remercie. Bien, on doit continuer avant la dernière table ronde, mais peut-être un mot de conclusion de nos invités. Je vous remercie, Monsieur Plenel, de m'avoir convié à cette causerie. Cela m'a permis de voir enfin, de connaître enfin, d'apprécier enfin Madame Joly, auquel je voudrais rendre hommage de nouveau. Et cela m'a rappelé un peu l'ambiance 68arde de voir cette jeunesse. Et madame, je suis content de vous avoir entendu. Non, madame, je suis plus âgé que vous. Oh là là, vous êtes grand. Merci, monsieur. Merci. J'irai vous voir, madame. Merci. En tout cas, merci, Madame Joly, merci. Et merci d'avoir bien voulu m'écouter. Merci à vous deux d'être venus. Et à bientôt. Je vous laisse en compagnie d'un dernier débat qui est comment mettre Total Énergie hors d'état de nuire.